Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire d'aujourd'hui. Quand un cadre dirigeant de Microsoft se mobilise pour la jeunesse engagée et pour l'économie, pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, c'est l'histoire de mon invité aujourd'hui, Jean-Philippe Courtois, le cofondateur de Live for Good. Avec son association, il a notamment créé le prix Gabriel qui récompense chaque année des jeunes qui entreprennent pour le bien commun. Alix Moujard, lauréate cette année avec sa start-up Édition Déclic, nous rejoindra tout à l'heure pour le débat. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir les outils ergonomiques conçus et fabriqués par Lookup pour améliorer notre qualité de vie au travail. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est tout de suite et c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Philippe Courtois, bienvenue. Bonjour, merci. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le cofondateur de Live for Good. On va évidemment largement en parler, mais vous êtes aussi vice-président exécutif, président des ventes, du marketing et des opérations de Microsoft. Quelques questions. Vous n'êtes pas directeur RSE, mais quand même sur la politique et l'impact environnemental d'un géant comme Microsoft qui affiche l'objectif d'une empreinte carbone négative d'ici 2030. Ça passe par quels efforts vous le ressentez, j'imagine, quotidiennement et depuis plusieurs années dans l'entreprise? Oui, nous avons lancé effectivement ce plan ambitieux, un plan même qui se prolonge qu'en 2050, avec une ambition de réduire notre empreinte carbone initiée depuis la création de Microsoft en 1975. Donc ça va très très loin. Ouais. Ça veut dire qu'on a mis en place en fait un plan autour des fameux scopes 1, 2, 3, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de valeur de Microsoft. Ouais. Ça démarre aussi bien évidemment au cœur d'abord de nos technologies. Vous imaginez ce fameux cloud qui est distribué aux quatre coins du monde sur la planète. C'est le fait de se dire que d'ici 2025, 100% de ce cloud va être irrigué par des énergies renouvelables. Mais c'est également l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire dans le transport, dans les bâtiments, dans les fournisseurs, dans les clients, les transports de gens de Microsoft. On a créé un plan, effectivement, très, très important pour responsabiliser chacune des unités de l'entreprise, qui est très large au plan global, on a 165 000 salariés, de réaliser cet objectif. Et donc, il y a un plan très détaillé. On y adjoint également des investissements en matière de recherche, avec un plan d'innovation. Fonds d'innovation pour le climat, doté de $1 milliard sur 4 ans, totalement, c'est ça ? pour accueillir et j'allais dire stimuler un petit peu les projets de recherche qui vont nous permettre d'avancer un petit peu l'état de l'art en la matière. Notamment pour essayer de capturer le carbone. C'est un peu le Graal, ça, parce que ce serait à la fois une très bonne nouvelle pour la planète et un jackpot pour l'entreprise qui y arrive. Oui, alors on veut apporter notre contribution digitale, évidemment, à cette initiative qui est très importante. On a par exemple annoncé un projet important, ambitieux, dans le nord de l'Europe, Northern Lights, les lumières du nord, nordiques, qui nous voit nous allier avec le gouvernement de Norvège, mais également avec des entreprises pétrolières et d'autres acteurs. Et Microsoft fournira l'ensemble de la plateforme cloud d'intelligence artificielle pour permettre de manager un petit peu ce capture storage, comme on dit, des énergies carbone et distribution. Puis après, ce sera dernière question là-dessus, après on va vraiment parler de Live for Good, mais quand on parle de cloud, on pense data center. Est-ce qu'il faut réinventer l'architecture presque de ces data centers pour qu'ils soient moins énergivores? Alors d'abord, il y a une innovation permanente en matière effectivement d'architecture technologique pour permettre d'être beaucoup plus efficient dans la distribution et la consommation de données. Et ensuite, il y a une conception, comme j'en parlais tout simplement, ces data centers au cœur de régions qui ont des ressources tout simplement naturelles, que ce soit hydrauliques, solaires ou autres, qui vont nous permettre aussi avec des technologies très avancées d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Alors, vous êtes donc le cofondateur de Live for Good, créé il y a 6 ans. Pourquoi vous l'avez créé? C'était quoi l'idée de départ? Alors, il y a évidemment un élément majeur familial qui est la disparition de mon fils Gabriel, il y a 6 ans. Et Gabriel nous a laissé avec des valeurs très fortes. Il avait créé, au retour d'un voyage en Malaisie, dans lequel il a participé avec une association qui s'appelle Habitat for Humanity, construisait des maisons pour des personnes qui n'en ont pas. Il avait créé un site web qui s'appelait Live for Good. Ce site web, c'était pour lever des fonds. Voilà. Alors, on ne sait pas ce qu'aurait fait Gabriel de tout ça, mais on a souhaité, avec mon épouse, mes 2 filles, créer Live for Good, qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et d'augmenter ainsi l'impact positif au cœur d'une communauté engagée. Donc ça, c'était le fait générateur. Et ça nous a amené à rencontrer évidemment des milliers de jeunes,
des centaines d'organisations engagées dans cet impact positif dans notre pays et de créer ensuite 3 programmes pour générer cet impact positif. Alors, on va les détailler. Il y a Entrepreneur for Good, il y a Génération Impact, et puis il y a le prix Gabriel. On consacrera vraiment toute la seconde partie de l'émission à ce prix Gabriel. Entrepreneur for Good, on peut peut-être regarder le bilan depuis 2015. Plus de 200 jeunes accompagnés pour créer des startups à impact positif. Plus de 3500 jeunes qui ont pu expérimenter l'entrepreneuriat social et solidaire. Comment ça marche, Entrepreneur for Good? Il y a une sélection, c'est quoi les critères en quelque sorte? Alors comment ça fonctionne? Il faut déjà avoir moins de 30 ans. Ça, c'est le premier critère. Et ensuite, venu de tous horizons, c'est-à-dire que vraiment on accepte tout jeune. Il peut être bac-5 comme bac+5, il peut avoir eu des handicaps, sortis du circuit académique, quartier, milieu rural ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est la diversité et la mixité. Il faut qu'il ait un projet, donc ce n'est pas encore un business plan extrêmement détaillé, qui a pour un objectif majeur d'impacter finalement l'un ou plusieurs des objectifs de développement durable de l'ONU. Comme vous savez, ces fameux 17 objectifs dont on parle très souvent dans cette émission. Évidemment. Ouais. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est sélectionner. On fait l'appel à projet chaque année, là, qui a eu lieu en mai-juin dernier. On sélectionne, on reçoit des centaines de projets. On en sélectionne ensuite 50. Et ces 50 vont s'embarquer littéralement dans une aventure pendant 9 mois. Voilà, 9 mois la gestation de leur social business, comme on l'appelle, de leur entreprise sociale. Entreprise sociale, pour moi, pour nous, c'est un peu 3 critères à haut niveau qui différencient, parce qu'il y a des termes qui sont un peu utilisés dans cette économie sociale et solidaire. Le premier, c'est qu'on mesure son impact par le succès de l'un de ses enjeux. Par exemple, clairement, si on parle du recyclage de plastique, on a certains entrepreneurs qui le font, c'est les tonnes de plastique recyclé et l'impact positif évidemment sur l'environnement. Ça peut être également l'inclusion sociale. On parlera avec Alix d'enjeux sociétaux très importants, de violence ou d'éducation, sur lesquels on va pouvoir aider des personnes. Deuxièmement, c'est la participation, en fait, une gouvernance participative. Je viens, pardon, je ne vous laissais pas développer la gouvernance, mais sur cet aspect-là, ça veut dire qu'il faut qu'on soit bon sur un des critères, pas forcément se lancer le défi de vouloir tout faire en même temps, c'est ça? Totalement. Alors, il se trouve que certains entrepreneurs connectent des modèles complémentaires. Par exemple, j'en ai un qui s'appelle Mathieu, qui a créé Gobuz, qui fait tout simplement du tri sélectif de déchets. Et il a eu l'idée, pendant la pandémie, de faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'il est allé voir un distributeur, Système U, il a fait un container pour récupérer tous ces masques, évidemment, qui étaient jetés devant les centres commerciaux. Ces masques sont récupérés dans les containers par des ESAT qui emploient, donc qui créent des jobs de travailleurs handicapés, qui les décontamine, les envoie à un autre entrepreneur social de la communauté Live for Good, qui s'appelle Fabrique, de Clarisse, qui en fait des meubles de décoration. C'est du textile recyclé qui fait de l'aménagement. Voilà des exemples où vous cochez la santé, vous cochez l'environnement et vous cochez l'emploi solidaire. On ne va pas s'interdire d'en cocher plusieurs. Et puis vous pouvez faire se connecter quelques bonnes initiatives entre elles. Donc la gouvernance. Alors, la gouvernance participative, ça veut dire que dans une entreprise dite sociale, vous allez impliquer toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être vos bénéficiaires, évidemment, comme des clients. Il y a les clients et les bénéficiaires. Ce sont également toutes les parties de votre écosystème. On va voir l'exemple d'Alix, elle parlera beaucoup mieux que moi de son écosystème de travailleurs sociaux, par exemple, qui est essentiel pour diffuser, éduquer et aider ces jeunes ou moins jeunes face à des problèmes sociaux. Et le troisième critère, c'est la lucrativité encadrée. Alors, pour un homme d'entreprise comme moi, c'est un sujet qui évidemment toujours pose des questions. En fait, c'est de se dire que il faut créer des entreprises qui aient un business model viable et qui puissent créer des profits. Ce n'est pas un mot vulgaire du tout, je le rappelle à tous nos jeunes. Par contre, ce profit, il va être injecté, ainsi que les excédents, j'allais dire, d'exploitation qui vont être réalisés, pour magnifier l'impact social. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'enrichir des actionnaires, mais c'est de permettre d'atteindre et de maximiser cet impact social. Est-ce que sur cet aspect-là, vous êtes toujours en phase avec le cadre dirigeant de Microsoft que vous êtes? Totalement. Je suis totalement en charge, parce que je pense qu'il y a à la fois un esprit d'entreprise, un pragmatisme, une excellence que l'homme d'entreprise ou la personne qui va apprendre le monde de l'entreprise doit avoir, mais également avec une fibre tout à fait unique, qui est celle de cette responsabilité tous les jours de dire qu'on va faire un impact sur un ou plusieurs objectifs. Oui, mais lucrativité maîtrisée, ça ne doit pas être des mots que vous entendez souvent chez Microsoft. Alors, dans une entreprise comme Microsoft, comme d'autres entreprises, on essaie d'assumer à 100% sa mission. Pourquoi on est là? On a une belle mission qui consiste à dire qu'on va donner à chacun les moyens de réaliser ses ambitions. Et derrière, ça s'accompagne d'actions de philanthropie en matière de formation de personnes, en matière de durabilité dont on a parlé. Entrepreneur for Good, ça monte en puissance là, début 2023.
2022 avec un nouveau partenariat, c'est ça, avec qui et pourquoi? Oui, alors je finis rapidement sur Oui, For Good. allez-y. Il y a l'appel à projet, on en sélectionne 50. Ouais. Et ensuite, pendant 9 mois, on va les accompagner. Il y a 4 briques d'accompagnement. Ouais. La première, il y a plus de 250 heures de formation. On a créé un cursus avec un partenaire éducatif qui s'appelle le CELEF, qui est à Fontainebleau. Ouais. Et on va rajouter un second, effectivement, avec la promotion du Sud en 2022, qui est Schema, C'est ça. une grande école de business school globale, et dans lesquelles on les forme sur 2 sujets. La posture de leader positif, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur chez Live for Good, et également la boîte à outils avec 7 piliers pour créer son entreprise sociale en 9 mois, littéralement. Deuxièmement, on a créé une plateforme technologique, et oui, évidemment, je suis un petit peu biaisé sur le cloud. Là, c'est utile d'avoir quelques décennies d'expérience chez Microsoft. Qui est vraiment la Tech for Good, qui nous permet de connecter l'ensemble de notre communauté d'entrepreneurs avec ce qu'on appelle les coach for good, qui est l'autre élément. On crée une relation, un binôme entre un coach, qui est une personne bienveillante, qui vient du monde de l'entreprise, qui peut être socio-éducateur, qui peut être un coach certifié ou pas, et qui va pendant 9 mois suivre ce jeune pour aider à trouver en lui, en elle, la confiance et surtout les ressources pour ouvrir les clés de cet écosystème et démarrer son entreprise sociale dans 9 mois. Et voilà. Et le 4e élément, c'est évidemment aussi un partenariat très important. On a plus de 50 partenaires. C'est aussi bien des entreprises qui sont mécènes, des entreprises comme BNP, par exemple, comme Kaby, comme Roche et bien d'autres, qui trouvent dans ce programme la capacité à inspirer leurs collaborateurs et d'apprendre d'idées très innovantes en matière d'innovation sociale. Donc on peut vraiment ne rien connaître à l'entrepreneuriat et on va... L'ambition, c'est de créer un entrepreneur, quoi, ou de l'accompagner, parce qu'il faut que chacun garde sa personnalité. Totalement. C'est l'accompagner, c'est révéler en lui, en elle, et à nouveau, Alix parlera beaucoup mieux d'elle-même, de d'où elle vient et de ce qu'elle est en train de devenir, de se dire qu'elle a aussi la capacité à devenir entrepreneuse pour un impact positif. Ouais. Voilà. Génération Impact, c'est quoi? Parce que c'est le deuxième pilier. Oui, c'est un programme qu'on a lancé il y a environ un peu moins d'1 an, qui est plus en amont. C'est-à-dire que là, on s'adresse vraiment à des milliers, on l'espère des dizaines de milliers de jeunes, que l'on veut initier aux opportunités d'avoir finalement en emploi des compétences dans l'économie sociale et solidaire, Impact. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée à la fois des mini-ateliers pour leur donner des clés d'entrée, et surtout, on crée une relation de mentorat là aussi, avec des jeunes qui, eux, ont déjà évolué dans cette économie sociale et solidaire, qui ont beaucoup de repères, et qui vont les aider à leur dire, voilà, si vous voulez peut-être demain devenir stagiaire, alternant, avoir un job d'économie sociale et solidaire, voilà des expériences par lesquelles vous pourriez passer. Et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, évidemment, seront les bienvenus chez Entrepreneur for Good, qui est un autre chemin possible pour ces jeunes. D'accord, c'est vraiment 2 briques qui sont complémentaires. Je disais tout à l'heure, plus de 200 jeunes accompagnés pour créer des startups à impact positif. Donc là, vous commencez à avoir un peu de recul. Elles sont en quelle santé? Alors évidemment, sur les 200, il y en a certaines qui ont des difficultés, d'autres moins. Mais globalement, vous dites ça marche, on est efficace, hein? Écoutez, on est très heureux dans le sens où, comme vous l'imaginez, à moins de 30 ans, dans l'environnement économique, social et solidaire, l'économie à impact positif, où les business models sont très complexes à créer, beaucoup plus complexes qu'une entreprise traditionnelle, je tiens à le dire. Et deuxièmement, où ces entrepreneurs créent leur entreprise pour la première fois, on a un taux de survie et de développement d'entreprise de plus de 80% d'entreprises créées il y a 3 ans. On en est assez fiers parce que si vous regardez d'autres données en termes de taux de mortalité de ces startups généralement, et vous avez tout type de destin. Vous avez des micro-entreprises qui ont créé 2-3 jobs et qui permettent à ces personnes d'avoir un sens énorme dans leur job tous les matins quand ils se lèvent, et d'autres qui ont levé des fonds. On a eu plusieurs entreprises qui ont levé jusqu'à 10 millions d'euros de fonds dans les 6 derniers mois, donc qui deviennent pas des licornes, mais qui deviennent des entreprises avec une capacité à grandir, à passer à l'échelle, en France, voire dans d'autres pays également, ce qui nous fait évidemment très grand plaisir. Et ben voilà, un joli bilan. Restez avec nous, on va donc parler de ce 3e programme de Live for Good, le prix Gabriel, avec Alix Moujard, qui est lauréate, l'un des lauréats de cette édition 2021. Comment faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui œuvrent pour le bien commun? C'est le thème de notre débat. On accueille Alix Moujard, bonjour. Bonjour. La fondatrice des éditions Déclic. Vous faites partie des lauréats du prix Gabriel 2021, créé par Live for Good, l'association de Jean-Philippe Courtois et de son épouse et de ses 2 filles, puisque voilà, les cofondateurs, c'est une famille. C'est quoi les éditions Déclic, tiens, pour commencer? Présentez-nous ça. Les éditions Déclic, nous, on crée des jeux de société sur des sujets de société et surtout des outils de sensibilisation et de prévention sur toutes les problématiques de santé publique qui peuvent exister. Donc il y en a un certain nombre.
on va sur la prévention des violences, sur la promotion de l'écologie. Et notre objectif, c'est de faire évoluer, d'être un levier pour changer les comportements et pour avoir un impact positif sur le monde et ses habitants. Et pour faire ça, donc, on a des jeux, on utilise le ludique, l'expérience, etc. Et on accompagne la mise en œuvre de ces jeux auprès des travailleurs sociaux, des professionnels qui travaillent dans le RSE, des professions médicales, pour que ces jeux soient efficaces, changent vraiment les comportements et mettre un petit positif dans cette planète. Ouais, ce qui est un objectif commun. Le jeu qui est celui qui vous a fait connaître, on va dire, c'est Séducu, jeu pour parler d'amour sans tabou ni violence. C'est ça, et prévenir les violences sexuelles. Oui. Alors les violences sexuelles, vous allez me dire quels chiffres vous avez, c'est pas si facile d'en trouver. J'ai regardé sur l'INSEE, sur ce INSEE 2015, 17 000 jeunes âgés de 10 à 25 ans enregistrés par la police, par la police ou la gendarmerie comme victimes de violences sexuelles. 88% des victimes qui se sont déclarées, encore une fois, sont des filles. On est, avec ce chiffre-là, je dis enregistré parce qu'on est évidemment bien en dessous de la réalité. Oui, on estime, alors ça c'est des chiffres militants, mais qu'il y a une femme sur 3 et un homme sur 5 qui est victime de violences sexuelles dans sa vie. Oui. Et donc les violences sexuelles, ça nous concerne tous et toutes. Moi je suis travailleuse sociale à l'origine. Mon travail c'était d'accompagner des jeunes. Et quand on accompagne des jeunes, on se rend vite compte que les violences sexuelles nous concernent tous. Et ça a été mon point de départ, puisque j'avais des jeunes violeurs en face de moi. Et l'idée c'est de se dire, ok, comment je vais faire pour que ça s'arrête concrètement. Parce que les mots, la sanction, etc., ça existe, c'est bien, mais le mieux c'est de prévenir avant. Et c'est comme ça que ça a déclenché les aventures des éditions Déclic. On a commencé à réunir ces jeunes, réunir des professionnels de terrain et des professionnels experts de ces sujets-là. Et on a créé Séducu, le premier outil de prévention contre les violences sexuelles. C'est quoi? C'est un jeu de société, en fait? C'est un jeu de société qui a la forme d'un escape game. L'idée, c'est de faire vivre une expérience, une expérimentation, sans que ce soit moralisateur, parce que ça marche pas. Dire faut pas violer, ça n'a jamais fonctionné, comme n'importe quel message, finalement. Et l'idée, c'est de faire vivre une expérience où les joueurs vont avoir des cartes et vont représenter un personnage et vont essayer de draguer un autre personnage. Et ça va être toute une aventure comme ça, où il va y avoir plein de situations de vie qu'on va rencontrer. Donc ça peut être, ok, comment je vais faire pour aller aborder quelqu'un? Est-ce que je vais lui dire, oui, tu as le plus beau cul des environs? Ou alors est-ce que je vais lui dire, oui, est-ce que je peux te parler? Et toute l'aventure va se dérouler comme ça. On peut aller draguer au cinéma, draguer en soirée. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle si on est complètement bourré? Et on va aller poser des questions comme ça, on va aller challenger les jeunes. Il va y avoir un débat, un échange. Et ça évite complètement qu'il y ait une personne sachante, un policier, un enseignant qui va apporter un message négatif. Oui, qui surplombe et qui fait la morale, quoi. Voilà, là, je l'ai constaté dans ma pratique, c'est pas des messages qui passent facilement. L'idée, c'est vraiment on écoute toujours plus ses potes que ses parents. Malheureusement, c'est comme ça. Et nous, on a ce levier-là du jeu pour faire avancer les comportements sur tous les sujets de société. Jean-Philippe Courtois, moi, là, je comprends pourquoi vous avez été séduit et que le jury a été séduit par les éditions Déclic. Ce sont quoi les critères du prix Gabriel? Comment vous choisissez telle ou telle entrepreneur pour l'aider? Alors, les critères, c'est fondamentalement une personnalité, une envie de changer le monde. Et je pense que vous commencez à peine à le ressentir avec Alix, moi qui l'ai rencontré un certain nombre de fois. Il y a un vécu derrière ce que vous raconte Alix. Ça veut dire qu'elle est au cœur du problème. Elle est au cœur du problème auquel elle souhaite apporter une solution pratique, concrète et positive. Ça, c'est un critère essentiel, c'est trouver l'alignement entre une personnalité qui est belle, qui est forte, et un projet d'entreprise. Et donner les moyens à cette personne. Et donc, on cherche beaucoup des personnes qu'on appelle un growth mindset, vous savez, ces fameux esprit ouvert, apprenant, et qui n'a pas peur des défis, parce qu'Alix, elle n'a jamais été entrepreneuse, elle n'a jamais fait de business, comme on dit. Elle va vous en parler mieux que moi. Ouais. Et donc, de se dire, est-ce que Alix, elle aura cette envie, ce désir vital d'aller changer le monde au cœur de ces enjeux dont elle a parlé, la violence sexuelle qui est gigantesque, tout simplement. Le plus important, c'est ce moteur, finalement, parce qu'apprendre à devenir entrepreneur, je ne vais pas dire c'est facile, il y a plein de pièges, il y en a plein, il y en a beaucoup qui se sont plantés, mais malgré tout, ce moteur, est essentiel. Ce moteur est essentiel parce qu'il va permettre de lever des montagnes, parce qu'on prend des claques sans arrêt quand on est entrepreneur, on le sait. et donc, quand on a vu Alix avec la foi, la conviction, l'envie qu'elle avait, on s'est dit, c'est sûr que ça va être l'une lauréate. Alors, vous êtes lauréate, je crois, depuis le mois de juin, donc c'est tout récent. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça peut vous apporter, là, cet accompagnement et ce prix Gabriel?
Alors déjà de passer d'éducatrice spécialisée, mon métier à entrepreneuse, effectivement, c'est pas si simple que ça, en tout cas pour nous. Je sais bien. Je connaissais même pas la TVA à l'origine de l'aventure, donc Live4Good m'a déjà beaucoup accompagnée pour structurer, avancer. Et c'est ça en fait qu'ils apportent. C'est effectivement, on a une idée, comme tous les travailleurs sociaux, les professionnels de ma branche, on a plein d'idées pour changer le monde. Ça c'est notre métier. Mais par contre, une bonne idée, ça suffit pas pour créer un modèle, une entreprise qui fonctionne. Donc c'est ça. Il y a une question de stratégie, il y a une question de compétences, il y a une question d'encadrement, il y a une question de perspective aussi, parce que il faut avoir un petit peu de confiance en soi quand on entreprend et quand on se lance dans une aventure comme ça. Moi, je pensais juste pas que c'était possible, et je crois que Live4Good m'apporte ça aussi énormément. Ah, il y avait une sorte d'autocensure ? Ah oui, certainement, alors, autocensure, et puis on n'imagine pas en fait comment le monde est vaste quand on fait partie d'un certain monde professionnel. Moi, je suis normande, travailleuse sociale, avec mes petits jeunes, tranquille, je fais des jeux. Et là, on me dit, en fait, on va peut-être aller en France entière, dans toute la francophonie, voire dans le monde entier pour développer des jeux. Alors, ça ouvre un petit peu les horizons, et ça, tout ça devient possible tout d'un coup. Ouais. En venant à cette émission, à cet enregistrement, j'écoutais l'interview de Sébastien Le Foll, qui est le directeur de la rédaction du Point, et qui sort un livre qui s'appelle « Reste à ta place ». Le titre, c'est « Reste à ta place », qui parle du mépris qu'on peut trouver un petit peu dans toutes les strates de la société et de l'économie française, et qui consiste à dire à quelqu'un, mais non, mais tu pourras jamais faire ça, reste à ta place. Ça, vous avez aussi créé... En vous entendant parler tout à l'heure, je me disais, mais ça se rejoint. On se bat contre ça. On se bat contre ça, et c'est pour ça que je citais ce Growth Mindset de Carol Dweck, qui est un ouvrage qui nous a beaucoup inspiré aussi, qui est de dire, en fait, il faut avoir l'énergie, la force en soi pour découvrir de nouveaux horizons et faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire soi-même. Et ça veut dire qu'il faut instiller et créer la confiance en soi, l'estime de soi. Montrer que c'est pas parce qu'on est travailleur social au milieu de la Normandie qu'on va pas pouvoir convaincre et aider des dizaines de milliers de travailleurs sociaux, ce que fait actuellement Alix, ces ambassadeurs, ambassadrices, qui vont former littéralement après des dizaines, centaines de milliers de bénéficiaires, de jeunes qui vont bénéficier de ces services. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles Live4Good, évidemment, œuvre tous les jours. Ça veut dire que vous avez, j'imagine, plein d'autres idées, Alors, une idée qui se transforme en projet, c'est quoi les prochains jeux ou les plus avancés, là, les prochains projets ? Alors, il y a plusieurs axes. Déjà, on distribue des initiatives qui sont déjà en œuvre, donc on va les repérer, et souvent, elles sont au fond d'un placard d'un psychologue, etc. Donc, on va dégoter ces petites pépites et on les rend visibles. Donc là, on a un catalogue d'une trentaine de jeux, et l'idée, c'est de devenir la référence des outils ludopédagogiques à impact. On va éditer, donc on a 9 projets d'édition en cours, un jeu sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises, un jeu sur l'addictologie pour prévenir les pratiques à risque quand on parle de drogue, etc. Et on va bien sûr accompagner la mise en œuvre de ces jeux sur le terrain. Donc là, on a développé tout un réseau d'ambassadeurs, donc on a une équipe partout en France et en Belgique qui vont faire des animations, des co-animations, et qui vont former d'autres professionnels sur le terrain pour utiliser ces jeux et pour être efficace dans l'utilisation de ces jeux. Ça veut dire qu'avoir un outil, c'est bien, le maîtriser, c'est mieux. Donc on apprend à manipuler et adapter son outil à son public. Donc ça peut être en entreprise, dans une école, etc. etc. Mais il y a aussi la thématique, à savoir, quand on fait de la prévention contre les violences sexuelles, il y a effectivement 2-3 trucs à savoir, 2-3 trucs messages à faire passer, et nous, on forme à ça. Donc c'est ça, nos gros projets, nos gros enjeux, développer un catalogue plus conséquent, soit en édition, soit en distribution, et bien accompagner sur le terrain ces outils, avec notre équipe absolument formidable d'ambassadeurs un petit peu partout en France et en Belgique. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. Merci d'être venus présenter Live4Good et Bon Vent aux éditions Déclic. Vous allez voir, on va continuer de parler de l'économie du numérique d'une certaine façon, mais avec une start-up qui essaye de nous aider à nous sentir mieux au travail, vous allez voir. Smart Ideas, on parle d'ergonomie au travail, bien-être au travail avec mon invité Antonin Laurent. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Lookup. C'est quoi votre start-up ? Présentez-la en quelques mots. Chez Lookup, c'est simple, on veut sensibiliser à l'ergonomie, et donc on a conçu des accessoires d'ergonomie pour les entreprises afin d'améliorer la posture au travail. Et notamment, ce qui nous a fait démarrer, c'était l'ordinateur portable qui était devenu un outil de travail indispensable et qui n'est pas tout à fait adapté aux usages intensifs qu'on en fait aujourd'hui. Et ça veut dire quoi ? Ça passe par quel type d'outils, d'objets ? Tout à fait. En fait, c'est des supports d'ordinateur notamment qui vont relever l'écran, comme on peut le voir sur l'image, et qui vont donc nous faire relever la tête, d'où le Lookup, et donc améliorer notre posture et donc réduire en fait les tensions au niveau des cervicales sur le long terme. Ça suffit ça ?
Ça semble étonnant, parce que ça se joue quoi, sur quelques centimètres dans la posture, c'est ça? Alors, est-ce que ça suffit? C'est entre autres une des solutions qui permet de repositionner la tête au-dessus du corps comme elle a l'habitude d'être. Après, effectivement, les tensions sont multifactorielles. Donc, d'avoir une bonne hygiène de vie à côté, de faire du sport, pratiquer une activité physique et sportive, c'est tout autant important. Mais sur la position qu'on a toute la journée quand on travaille sur l'ordinateur portable, avoir ce système et cette solution permet de réduire les tensions, tout à fait. Ouais. Alors, vous l'avez créé quand, Lookup, et vous en êtes où de votre croissance, de votre développement? Alors, officiellement, on est créé depuis septembre 2020, donc on a bientôt un an. Bientôt bon anniversaire, par avance. Officieusement, ça fait plus de 2 ans et demi que je travaille sur le projet. On s'est bien évidemment entouré d'ergonomes, ostéopathes, la médecine du travail, parce qu'on voulait faire un vrai outil de travail et non un accessoire. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en partenariat avec ces professionnels de santé pour pouvoir proposer quelque chose qui était le plus pertinent possible pour améliorer cette posture. L'idée de départ, elle vous vient comment? C'est votre expérience personnelle, des proches, une étude de marché? C'est quoi le déclic en quelque sorte? Le déclic était, vous l'avez dit, un constat personnel où je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur portable, que ce soit pour les études, pour le travail à côté de mes études et pour mon engagement associatif où je passais beaucoup d'heures. Et donc, comme beaucoup de gens lors du premier confinement et le télétravail qui s'est un peu imposé à nous, des douleurs qui sont venues au niveau des cervicales et du dos. Et c'était comment est-ce que j'arrive simplement à améliorer ma posture. Et par le simplement, c'était pas de contrainte en fait, que je puisse l'emmener, que je sois sur les bancs d'école, en espace de coworking ou quand je me déplace, quand je suis en déplacement dans le train, etc. Et donc c'était d'apporter la première innovation sur rendre transportables ces solutions-là. Donc c'est quoi? C'est comme un petit boîtier, on l'a vu tout à l'heure. Question subsidiaire, il est fait comment, quoi? C'est en quel matériau? Comment vous l'avez sourcé? C'est là où on a essayé, j'ai fait parler un peu mes convictions et on a essayé d'être aussi innovant. C'est-à-dire qu'on fait uniquement du réemploi de matière de différentes manières. Donc le support qu'on a vu tout à l'heure, il est fabriqué en anciens meubles en fait, qu'on va récupérer, revaloriser. Et c'est du bois massif qui permet de ne pas aller couper des nouveaux arbres ou de ne pas utiliser du plastique vierge. Et donc via les formes qu'on a conçues, ça nous permet ce réemploi de matière via ces anciens meubles. On a aussi, on en parlera peut-être après, mais du plastique 100% recyclé. À partir du moment où le matériau est en plaque, on peut en fabriquer des supports d'ordinateur. Parlons-en tout de suite. C'est un partenariat avec Precious Plastic, c'est ça que vous avez signé? C'est une collab, ça marche comment? Vous en êtes où, tiens? Alors, c'est un projet qui a pour être en contact un peu avec Precious Plastic et l'association Precious Plastic France depuis quelques temps. J'étais convaincu de leurs actions et à chaque fois, en fait, ce qui nous fait concevoir un produit chez Lookup, c'est la matière qu'on va pouvoir découvrir. Là, Precious Plastic qui récupère donc les déchets plastiques, qui les broie, qui les retransforme de manière à pouvoir en refaire des objets. Nous, on leur a demandé est-ce que c'était possible de faire des plaques de manière à ce qu'on puisse faire nos supports d'ordinateur. Après une étude, on a vu que c'était possible, que nos produits pouvaient convenir. Et donc, la question où on en est en train de finir avec le dernier partenaire industriel sur la fabrication. Et il ne nous restera plus qu'à les assembler. Et c'est pour ça qu'ils seront bientôt disponibles en précommande pour pouvoir les recevoir, on l'espère, et ce sera le cas avant Noël. Tiens, d'ailleurs, pour terminer, 20 secondes, les circuits de distribution de Lookup, c'est quoi? Site internet uniquement qui vient d'ouvrir, c'est un peu la nouvelle et l'actualité, de pouvoir le rendre accessible aux particuliers. Aujourd'hui, on était beaucoup sur les entreprises pour des questions de logistique, mais maintenant, on souhaite pouvoir étendre l'ergonomie et la rendre accessible via le site internet. Et ben voilà, c'est quoi lookupfrance.com. Et ben voilà, lookupfrance.com. Merci beaucoup, bon vent à Lookup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain, évidemment, sur Bismart, quand vous voulez, sur bismart.fr, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.